Bonjour et bienvenue dans ce chapitre consacré à l'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle est une des premières étapes du processus de conception et de fabrication d'un produit. Petit rappel avant de débuter cette leçon, qu'est-ce qu'un produit? En technologie, on définit par produit un objet technique, comme par exemple cette voiture. C'est un objet que l'on peut toucher. Dans ce cas-là, on parle d'un bien de type matériel. Mais on peut également commercialiser un produit comme un service. Ici, par exemple, un voyage. Et dans ce cas, on parle d'un bien immatériel. Le but final d'une entreprise est de vendre son produit pour gagner de l'argent. Mais avant d'investir de grosses sommes dans l'achat de machines ou de matières premières, il faut s'assurer que le produit imaginé trouve sa cible, c'est-à-dire des clients, qu'il ait toutes les fonctionnalités attendues et que son prix soit adapté. C'est le rôle de l'analyse fonctionnelle. Dans ce chapitre, nous allons étudier la notion de besoin, c'est-à-dire l'utilité du produit. Pour cela, nous serons aidés d'un diagramme que l'on appelle une bêta-corne. Les fonctions du produit, en utilisant un autre diagramme, celui-ci de type pieuvre, nous allons définir ensemble les fonctions de service ou fonctions de transfert et déterminer les contraintes liées au produit. Et enfin, la notion de cahier des charges fonctionnelles, qui est un document contractuel signé entre le client et l'entreprise, dans lequel nous définirons ce que sont les critères et les niveaux. Le besoin. Pour définir la notion de besoin, nous allons passer par 3 étapes. La première consiste à vérifier que notre produit répond réellement à un besoin, c'est-à-dire vérifier si celui-ci a une utilité. Comme vous pouvez le voir sur ces exemples, si un produit n'est pas utile, nous n'en vendrons pas. Deuxième étape, définir la nature du besoin. Être capable de définir avec exactitude à quoi sert un produit pourrait paraître facile. Il suffirait de demander aux gens ce qu'ils attendent. Oui, mais voilà, tout le monde n'est pas technicien. Et parfois, les gens ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils souhaitent. La dernière étape consiste à vérifier la pérennité d'un besoin, c'est-à-dire sa durée de vie. Et c'est très important, car cela permet de savoir si l'utilité de notre produit risque de disparaître un jour. C'est souvent le cas avec des objets de mode ou des gadgets technologiques. Pour vérifier qu'un produit aura une utilité, en entreprise, on utilise la méthode des W, qui consiste à se poser un certain nombre de questions. What, who, where, when, why et how. Vous comprenez maintenant pourquoi on l'appelle la méthode des W. Si par des réponses simples, j'arrive à répondre à l'ensemble de ces questions, alors mon besoin sera validé. Prenons un exemple. Une simple bouteille d'eau. De quel besoin s'agit-il? De transporter de l'eau. À la réponse what, j'ai validé. Quelles sont les personnes concernées par ce besoin? Là, je peux répondre tout le monde. À quel endroit peut-on en avoir besoin? Je peux répondre à la salle de sport, lorsque je suis en pique-nique, lorsque je suis à l'extérieur, partout. Là aussi, c'est validé. Quand? Le matin, l'après-midi, tout le temps, l'été, peu importe. À partir du moment où j'apporte au moins une réponse, celle-ci est validée. Pourquoi en aurais-je besoin? Pour me désaltérer lorsque je ne suis pas chez moi. Par quel procédé peut-on satisfaire ce besoin? Par une enveloppe étanche permettant de transporter l'eau. À partir du moment où j'ai réussi à répondre à l'ensemble de ces questions, mon produit a donc une utilité. Si au contraire, à une question ou plusieurs questions, on n'a pas de réponse à apporter, à partir de là, on est en droit de s'interroger sur l'utilité de notre produit. Ça y est, notre produit a une utilité. Maintenant, reste à le définir correctement. Pour ça, on va utiliser un diagramme qu'on appelle la bêta-corne, avec au centre le produit, et au bout de chaque corne, on va mettre les éléments qu'on a trouvés dans la méthode de questionnement des W. À gauche, qui, à droite, comment, et on va rajouter même un troisième élément qui consiste à répondre pourquoi en aurait-on besoin. À partir de là, l'énumération du besoin devient simple, puisqu'il suffit de remplacer dans la phrase qui vient d'apparaître les noms des éléments
par leur réponse. Prenons le cas de la bouteille d'eau. À la question qui, nous avions répondu tout le monde. À la question comment, nous avions répondu en transportant de l'eau de façon étanche. Et à la question pourquoi, la réponse était se désaltérer. Donc l'énumération du besoin est très simple. La bouteille d'eau permet à tout le monde de se désaltérer en transportant le liquide de façon étanche. Une fois le besoin validé et correctement énoncé, il s'agit maintenant d'estimer la durée de vie de notre produit pour avoir une idée de combien de temps celui-ci va se vendre. C'est ce qu'on appelle étudier la pérennité d'un produit en fonction du besoin. En effet, ce serait dommage d'investir dans un objet éphémère ou qui serait obsolète dès sa sortie sur le marché. Afin de vous faire comprendre ce concept, prenons l'exemple de ce bâtiment que vous aurez certainement tous reconnu, puisqu'il s'agit de Fort Boyard. À l'origine, ce bâtiment a été conçu pour être une canonnière, afin de protéger l'arsenal de Rochefort contre les troupes anglaises. Au XVIIe siècle, la portée des canons était trop courte pour tirer sur les bateaux depuis la terre ferme. Il fallait donc pouvoir tirer depuis la mer. La construction de ce bâtiment a pris tellement de temps qu'une fois achevé, ce fort n'avait plus aucune utilité, puisqu'entre-temps, les canons avaient eux aussi évolué et leur portée s'était largement accrue. Fort heureusement pour lui, on lui trouva une seconde utilité en faisant une prison, pendant quelques dizaines d'années. Il est devenu, à la fin des années 90, un studio d'enregistrement de tournage de l'émission que vous connaissez tous. Afin d'éviter de commettre le même type d'erreur que pour Fort Boyard, aujourd'hui il faut s'assurer que notre produit a une durée de vie commerciale rentable. Donc même si notre idée de produit correspond à un besoin immédiat, il est important de connaître le risque potentiel que celui-ci disparaisse. Pour cela, on se pose un certain nombre de questions. L'utilisateur de mon produit peut-il disparaître? Même question pour la raison pour laquelle il utiliserait mon produit. Et enfin, la manière dont mon produit rend service à l'utilisateur peut-elle elle aussi disparaître? Reprenons à présent l'exemple de la bouteille d'eau. L'utilisateur peut-il disparaître? Dans le cas de la bouteille, l'utilisateur c'est tout le monde. Sa disparition est donc improbable. La raison peut-elle disparaître? Ici, la raison d'exister d'une bouteille d'eau, c'est pour permettre à l'utilisateur de se désaltérer. Là aussi, imaginer qu'un jour les gens n'aient plus soif est complètement impensable. La manière dont mon produit rend service peut-elle disparaître? Ici, c'est transporter un liquide de façon étanche. Là aussi, ça ne disparaîtra pas. On parle alors d'un besoin pérenne pour le produit, même si ça n'empêche pas de le faire évoluer en le rendant plus joli, plus léger, plus ergonomique. Voilà, nous en avons terminé avec le besoin. On va pouvoir donc confier notre idée à un bureau d'études constitué d'ingénieurs qui vont essayer de réaliser un certain nombre de fonctions. Le but de la réalisation de ces fonctions est de venir coller le plus près possible de l'ensemble des besoins des utilisateurs. Dans le cas où les fonctions couvriraient totalement le besoin sans dépasser, donnerait ce qu'on appelle le produit parfait. Malheureusement, celui-ci n'existe pas. La réalité est tout autre. En général, l'ensemble des fonctions d'un produit, c'est-à-dire ce qu'il va réaliser, va venir rencontrer les attentes des consommateurs, matérialisées ici en rouge par le besoin, et la zone entre les deux, où les fonctions couvrent les besoins de l'utilisateur, c'est ce qu'on appelle donc une zone de satisfaction. Sur la gauche, l'endroit où les besoins du consommateur ne sont pas satisfaits par les fonctions, on appelle ça une zone d'insatisfaction, et ça peut être un motif, voire un risque de non-achat par les futurs consommateurs. De l'autre côté, on a bien des fonctions, mais aucun besoin. On appelle ça une zone d'inutilité, et ça risque d'engendrer un coût plus élevé dans la conception du produit, le tout pour rien. Le produit parfait n'existant pas, puisque chaque utilisateur a un besoin qui lui est propre, il va falloir donc essayer de concevoir un produit dont la zone de satisfaction est la plus large possible. Afin d'aider les concepteurs à réaliser l'ensemble des fonctions qui visent à élargir le plus possible la zone de satisfaction, en technologie, on utilise une méthode de résolution par diagramme qu'on appelle le diagramme pieuvre.
Ça consiste à se placer à la place du produit, c'est-à-dire au centre, et d'étudier l'ensemble des éléments qui vont pouvoir graviter, c'est-à-dire être en contact avec mon produit. On va y retrouver ce qu'on avait déjà vu dans la bête à cornes, à savoir l'utilisateur et de l'autre côté, sur quoi le produit va agir. Mais aussi tout un tas d'autres éléments extérieurs qui vont venir se placer autour de mon produit, c'est-à-dire être à un moment donné en contact avec lui. On va rajouter deux éléments obligatoires que sont les concepts de sécurité et d'environnement. En effet, il est aujourd'hui interdit de commercialiser un produit sans respecter un certain nombre de normes de sécurité, comme nous avons pu l'étudier les années précédentes, ou encore moins ne pas respecter de normes environnementales de développement durable. Le lien matérialisé ici en rouge, qui représentait un des liens du besoin dans la bête à cornes, s'appelle maintenant fonction de service ou fonction de transfert. On va établir ensuite un certain nombre de liens entre les autres éléments qui gravitent autour du produit. On appelle ça donc des contraintes, c'est-à-dire la liste de ce que doit faire le produit vis-à-vis de ces éléments. Établir cette liste nous permettra par la suite de déterminer les fonctions techniques du produit et donc de pouvoir trouver des solutions techniques afin de répondre à l'ensemble de ces contraintes. Pour y voir plus clair, reprenons l'exemple de la bouteille. Les deux éléments principaux qui gravitent autour de la bouteille sont l'utilisateur et l'eau. Le lien matérialisé ici en rouge est donc une fonction de transfert puisque la bouteille permet de transférer l'eau jusqu'à l'utilisateur. Il nous reste maintenant à déterminer quels sont les autres éléments extérieurs à la bouteille. Et bien pour cela, on va prendre sa place et regarder quels sont les éléments qui risquent d'entrer en contact. Ce qui va nous permettre d'ajouter les éléments suivants. La main de l'utilisateur, son œil, le réfrigérateur, le verre et la caissière, puisque notre produit est amené à être commercialisé, donc manipulé par une caissière. La liste des éléments est beaucoup plus longue, mais afin de rester très clair dans ce diagramme, je n'en aborderai pas plus. On va à présent donc déterminer l'ensemble des liens qui relient l'élément extérieur et le produit. C'est ce qu'on appelle donc des contraintes. Donc la contrainte numéro 1, matérialisée ici par la lettre C1, relie la bouteille à la main de l'utilisateur. On va l'énumérer de la manière suivante, la bouteille doit être adaptée à la main de l'utilisateur. Pour la contrainte C2, la bouteille doit respecter les normes d'environnement et de développement durable. Pour la C3, vis-à-vis de l'œil du consommateur, on imagine facilement qu'on peut énumérer la chose suivante, la bouteille doit être agréable à l'œil. Donc on imagine qu'on va pouvoir agir sur notamment l'esthétique de la bouteille. En ce qui concerne le réfrigérateur, pour la contrainte C4, là aussi la bouteille doit être adaptée au réfrigérateur. Pour la contrainte C5, la bouteille doit être adaptée au verre. Vis-à-vis de la caissière, on s'aperçoit qu'il y a deux contraintes qui sont énumérées. Donc cela peut arriver, en effet, il n'y a pas forcément qu'une seule contrainte vis-à-vis de l'élément extérieur, il peut y avoir une, deux, trois, x contraintes vis-à-vis de cet élément. Donc en ce qui concerne l'hôtesse de caisse, qui va manipuler ce produit, on peut imaginer facilement que le produit doit avoir un prix lisible facilement, présence d'un code barre notamment, ou bien le produit doit être manipulable facilement par l'hôtesse de caisse. C'est le cas notamment lors de la composition de packs, d'où la naissance de ces fameuses petites étiquettes autocollantes qui permet à la caissière d'éviter de manipuler des charges aussi lourdes que 6 bouteilles d'eau toute la journée. Vis-à-vis de la contrainte de sécurité, là aussi, mais c'est relativement plus simple à énumérer puisqu'il existe en général des normes de sécurité vis-à-vis de chacun des produits. En ce qui concerne l'utilisateur, on s'aperçoit qu'il va falloir un petit peu plus détailler dans la mesure où on est déjà en contact avec sa main et son œil, mais vis-à-vis de l'eau, cette fois-ci, c'est avec sa bouche que l'on va être en contact, donc il va forcément falloir que la bouteille soit adaptée à la bouche de l'utilisateur. Le diagramme pieuvre ainsi réalisé va nous permettre de remplir donc le document final, qui est un document très important qu'on appelle le cahier des charges. Pourquoi ce document est important? Car c'est un document qui est contractuel, c'est-à-dire qui va être signé à la fois d'un côté par le client, mais aussi par l'entreprise, et qui va rappeler donc en premier lieu le besoin, c'est-à-dire ce que doit faire le produit, ainsi que l'ensemble des fonctions à réaliser
pour que ce produit soit validé. Ces fonctions correspondent aux contraintes qu'on a élaborées dans la pieuvre et doivent se rédiger de la manière suivante. Le produit doit, verbe à l'infinitif, puis suivi de l'élément extérieur. Et on va faire ça pour l'ensemble des contraintes liées au produit. Une fois qu'on a listé l'ensemble des fonctions, qui sont donc reliées aux contraintes, il va falloir définir les critères et les niveaux. Les critères, ce sont les éléments sur lesquels on va pouvoir agir pour répondre à ces contraintes. Le niveau, il s'agit en général d'une valeur numérique, c'est largement préférable, ça nous permet au moment de la conception de vérifier si notre produit correspond exactement à ce qui est attendu. Reprenons l'exemple de notre bouteille d'eau. Une des contraintes est que le produit doit être adapté à la bouche de l'utilisateur. Donc on revoit la manière dont on rédige la fonction. Le produit doit, un verbe à l'infinitif, ici être, adapté, l'élément extérieur, la bouche de l'utilisateur. Sur quoi va-t-on pouvoir agir pour réaliser cette fonction? On va pouvoir agir sur le goulot et notamment travailler la forme du goulot ainsi que sa taille. À présent, le niveau, il faut déterminer avec exactitude une valeur en ce qui concerne l'indice de forme et celle de la taille. Ici, on va choisir que la forme sera un cercle et le diamètre fera exactement 4 cm. Le niveau permettra donc au concepteur de vérifier au fur et à mesure de la fabrication du produit que celui-ci est toujours bien conforme au cahier des charges, donc à ce qui est attendu. Il nous restera encore quelques étapes avant d'attaquer réellement la conception du produit, notamment celle de l'analyse de la concurrence, à savoir est-ce qu'il existe des produits concurrents aux nôtres sur le marché, et si oui, quelles sont les fonctions qui sont déjà réalisées par ce produit, afin de pouvoir commercialiser un produit au moins équivalent. C'est la fin de cette présentation, j'espère que vous ne vous serez pas endormi au fur et à mesure de cette vidéo. N'hésitez pas à la revoir plusieurs fois avant d'attaquer le quiz. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.